Bonsoir, pour ce nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, je vous propose un document exceptionnel, une plongée au cœur du premier institut de cardiologie d'Afrique francophone, l'ICA, situé au centre hospitalier universitaire de Treichville. Alors que la majorité de nos hôpitaux font l'objet de critiques parfois acerbes, l'ICA jouit, lui, d'une image plutôt positive. Cet institut serait d'ailleurs le plus beau fleuron de la médecine ivoirienne et de la cardiologie d'Afrique francophone subsaharienne. Les statistiques les plus récentes établissent qu'environ 20% des décès sont dus aux maladies liées au cœur et que c'est l'une des principales causes des décès en Côte d'Ivoire. Nous avons donc voulu vous faire découvrir comment l'Institut de cardiologie, grâce et à ses équipes médicales formées aux standards internationaux et un plateau technique de pointe, relève chaque jour des défis en matière de santé. Soins d'urgence, diagnostic, consultation, traitement, opérations chirurgicales, nos équipes ont suivi 24 heures sur 24 des malades ainsi que le personnel de l'ICA pour mieux comprendre comment est organisé cet institut pour lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi comment est-il devenu une référence en Afrique de l'Ouest? Alors, de quels moyens dispose-t-il? Qui sont ces hommes et ces femmes qui se battent chaque jour pour sauver des vies? Comment s'organise la prise en charge des patients clients de l'ICA? Quels sont les enjeux et les perspectives de cette institution? Je vous invite ce soir à découvrir en exclusivité ce document exceptionnel, la toute première immersion dans l'Institut de cardiologie d'Abidjan, un document réalisé par les équipes de Soprod. En Côte d'Ivoire, environ 20% des décès sont dus aux maladies cardiaques. C'est l'une des principales causes de mortalité. Depuis plus de 40 ans, le pays possède un institut de cardiologie, l'ICA. Cet établissement de santé publique est une référence en Afrique de l'Ouest en matière de technologie et de compétences. Le professeur Ngueta est cardiologue depuis 15 ans dans cet établissement. Sa renommée est internationale. Il est le premier cardiologue interventionnel d'Afrique francophone. Une journée qui commence par une coronarographie, comme d'habitude. Les patients qui sont rentrés hier pour réaliser cet examen qui va permettre de voir les artères du cœur et voir si ces artères sont malades. Si elles sont malades, voir ce qu'on peut leur proposer comme traitement, notamment une angioplastie coronaire, c'est-à-dire le traitement de ces artères-là en leur implantant une petite prothèse dans la coronaire. Vous allez nous montrer tout ça? Ah oui, bien sûr. La cardiologie interventionnelle fait appel à de la technologie très avancée et permet dans de nombreux cas d'éviter une chirurgie cardiaque plus lourde pour les patients et plus chère pour l'établissement. Ce type de matériel, cet équipement qu'il y a ici... L'appareil, c'est l'appareil le plus performant en Côte d'Ivoire. Voilà. Cette machine est la plus performante. C'est une fierté pour vous, Ah oui, absolument. C'est une fierté. Déjà en Afrique subsaharienne, vous devez savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la chance d'avoir une salle comme ça, là, de coronarographie. Ouais. Et puis, en plus, c'est une salle de très bonne qualité. Hein. Ouais. Très bonne qualité, ouais. Permet de réaliser les examens en toute sécurité, avec tout ce qu'il faut en technicité. Vous pensez que grâce à ce matériel, vous sauvez plus de vies? Ah, absolument. On fait le diagnostic d'infections graves et puis dans le même temps, on peut traiter ces infections-là dans la foulée. C'est quelque chose d'extraordinaire et on a la chance de pouvoir faire ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouais. Roland Ngueta peut réaliser jusqu'à 10 angioplasties par jour, en urgence ou de façon programmée. L'angioplastie est une intervention sans incision, sous anesthésie locale, qui permettent aux artères de retrouver une fonctionnalité normale. Alors pourquoi vous portez un tel tablier? C'est pour se protéger contre les rayons X. Parce qu'on utilise des rayons pour opacifier pour visualiser les artères qu'on opacifie. Donc il faut mettre un tablier pour se protéger contre les rayons. Mais les autres membres de votre équipe, ils n'ont pas de tablier? Ah si, tout le monde va mettre un tablier quand on va commencer.
Je vais juste prendre mon cache thyroïde qui est dans mon bureau peut-être. Je prends celui-là. C'est pas ça. Vous avez l'air zen. Ah oui, bah ouais. Je vais très bien, hein. C'est comme ça. Ça devient très quotidien. Vous savez combien de personnes vous avez opéré depuis le début de votre carrière? Ça fait combien de temps? Ouais, déjà, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1500 patients. Hein. De 1500 patients en Côte d'Ivoire qui ont pu bénéficier voilà, de cette technique-là. Et puis après, bon, pendant la formation en France, là, on a eu beaucoup plus aussi. Donc voilà, à un moment donné. Mais bon, chaque malade est toujours un nouveau cas. Et pour le malade, lui, on peut quand même toujours que ça se passe bien pour tous les malades. Parce que chaque malade est un nouveau cas. Pour comprendre ces interventions, il faut déjà connaître le fonctionnement du cœur. Le cœur est un muscle composé de 4 cavités, l'oreillette droite et le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Il possède également 2 artères principales, appelées artères coronaires, des veines et 4 valves. Le cœur reçoit du sang grâce aux artères coronaires. Alors si elles sont irrégulières ou obstruées, il est fort possible que vous soyez atteint d'une maladie cardiovasculaire. Bon, je vais vous faire une petite piqûre pour l'anesthésie locale. D'accord? Pour ce patient, vous allez faire quoi? Donc ce patient, on va lui faire une angioplastie coronaire. Donc il a une artère qui est malade, sa coronaire droite qui est malade, qui a des rétrécissements. Donc on va essayer de traiter cette artère en mettant un ressort là-dessus. Ok? Afin de détecter toute anomalie et procéder à une intervention, il est nécessaire de pratiquer une coronarographie. Cette intervention permet de visualiser les artères du cœur juste en passant une sonde dans l'artère radiale, située dans le bras, ou fémorale, située dans la cuisse. Un produit injecté ainsi que des rayons X permettent de visualiser sur un écran le cœur et tous ses vaisseaux. Donc là, on a piqué l'artère radiale pour pouvoir maintenant mettre le tuyau là-dessus. Donc là, on est dans l'artère. Vous voyez qu'il y a une longue partie de l'artère qui est malade. C'est quoi sur l'image qui montre qu'elle est malade? Donc à partir de là, vous voyez qu'à partir de là, l'artère n'a plus le même calibre. De là, là et là, vous voyez qu'il y a des zones qui sont rétrécies. L'artère n'a pas le même calibre. Donc c'est ça qu'on doit traiter. On va essayer de mettre un ressort là-dessus. Sinon, si on ne fait pas ça, soit le muscle va continuer à souffrir parce que le sang ne circule plus correctement dans l'artère, soit un jour, l'artère peut carrément s'obstruer et puis c'est l'infarct. De son côté, le malade, conscient, ne ressent absolument rien. C'est sa deuxième intervention. C'est stressant ou pas? Bon, la première fois, oui, bon, comme c'est une deuxième fois, ouais. C'est pas stressant. Qu'est-ce qui était stressant? Le fait que vous ne sachiez pas Voilà, justement, ils ne savaient pas ce qu'on allait me faire au juste. Donc, ça me stressait un peu. Aujourd'hui, comme ça, je sais que c'était pour placer des ressorts. Je suis un peu plus relax. Comment vous êtes arrivé ici? J'avais senti une douleur, une brûlure au niveau de la poitrine. Voilà, donc j'avais des médicaments que je prenais. Je les ai pris, bon, ça n'a pas fonctionné. Vous êtes venu spontanément ici? Oui, bon. Bon, ce coup-ci, tout ce qui fait mal est fini, d'accord? Les artères coronaires de ce patient sont mal en point. Le cardiologue va donc passer tout d'abord un petit tuyau dans l'artère radiale pour atteindre le cœur. Donnez-nous un guide BMW. Ça, c'est le guide. C'est un petit fil métallique qu'on met dans l'artère. Et c'est sur ce guide-là qu'on va monter les ressorts et les ballons. Et il faut d'abord mettre le guide dans l'artère. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. De quoi-ci? Ça va? Allez, voilà, le fil est là. Le filet dans le cœur reste désormais à placer un minuscule ballon pour dilater les parties de l'artère rétrécie. On va mettre un ballon dans l'artère pour déjà essayer de diminuer les rétrécissements. Le ballon va réouvrir un peu l'artère.
Donc le ballon, c'est ça. En fait, ici, vous ne pouvez pas le voir. D'accord. Il est là, le ballon. Au bout. On va dire, il est quasiment collé à ce petit tube-là. D'accord. Et quand on va le gonfler là-bas, tout à l'heure, on va le gonfler avec ce dispositif-là. Hein, ce manomètre permettra de gonfler le ballon et en ce moment-là, vous le verrez sur l'écran. Ça va vraiment faire comme un ballon. Comme un ballon, ouais. Vous allez voir tout de suite. C'est un ballon. Un ballon dans une artère. Le ballon va être gonflé et réduire ainsi le rétrécissement de l'artère. Vient ensuite la pose du stent, autrement dit un ressort métallique qui permet à l'artère de retrouver et de garder sa régularité. Vous voyez que l'artère a retrouvé un diamètre beaucoup plus grand. Regardez comment c'était ici. Ouais. Et regardez là comment c'est devenu. Donc là, c'est régulier. C'est régulier, voilà, c'est le terme. C'est beaucoup plus régulier même. Grâce à votre intervention, là, Oui. qu'est-ce que gagne ce monsieur? Ah ouais, il n'aura plus de douleur dans la poitrine. Il pourra faire des efforts sans avoir de douleur dans la poitrine. Sans être essoufflé quand il fait des efforts. Et combien d'années on peut dire qu'il peut gagner si vous n'aviez pas fait cette intervention et avec l'intervention? Si on n'avait pas fait cette intervention, ce patient il était exposé à tout moment à un risque de complications graves, donc d'infarctus, de mort subite. Et voilà, aujourd'hui avec l'intervention, il gagne quasiment une espérance de vie tout à fait, on va dire, normale. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas son cœur qui va être responsable de son décès. Enfin, en tout cas, voilà. Donc c'est un peu ça. Bien entendu, il faut qu'il prenne quand même des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qu'il faut prendre déjà pour le ressort qu'on a mis, et puis aussi pour entretenir son muscle cardiaque. Voilà. Ça, c'est à vie, le traitement? C'est à vie. Oui, c'est à vie, oui. C'est à vie. C'est pour la vie, comme on dit chez nous. C'est fini, monsieur Kwasi. Bon, c'est bon, hein? On vous a mis 2 ressorts, hein? 2 ressorts sur votre artère, d'accord? Ça va faire du bien. Là, maintenant, vous allez pouvoir faire des efforts sans avoir mal dans la poitrine. Là, vous retrouvez le sourire, vous êtes plus serein. C'est ça. En moins d'1 heure, l'intervention est terminée, sans que le patient n'ait eu à subir d'anesthésie générale. Ça va? Et la main, c'est bon? C'est un peu douloureux. C'est un peu douloureux. Ouais, mais c'est normal, hein. On serre un peu pendant quelques minutes, le temps que ça arrête de saignoter, quoi. Ok? Ne prenez pas que ça saigne au bas, mais ça va passer. Ça va? Oui, ça va. Ok. Bon, donc on vous a expliqué tout à l'heure, vous avez maintenant 2 ressorts dans le cœur, hein, sur l'artère. Ça, il faudrait faire du sport. Ouais, vous pouvez faire du sport, vous pouvez tout faire. C'est ça l'objectif. C'est que vous puissiez reprendre une vie normale avec ce qu'on a fait. Ok? Allez, bon courage. Ce patient pourra sortir dans 24 heures. L'Institut de cardiologie est composé de 13 services, dont les urgences, la cardiologie pédiatrique, les soins intensifs, la chirurgie thoracique et la cardiologie interventionnelle. Rien qu'en 2018, près de 33 000 patients ont été reçus aux urgences en hospitalisation et en consultation. Mais avant d'accéder au médecin, il y a un passage obligatoire. L'accueil, dirigé par Cécile Fanny. Vous avez choisi le bon endroit pour votre consultation, pour vos différents examens. C'est-à-dire l'Institut de cardiologie d'Abidjan, pour vous soigner ce matin. Vous ne vous êtes pas trompé. Nous nous occupons du cœur, des vaisseaux et des poumons. C'est ça notre spécialité. Ce n'est pas la peine de vous énerver pour un problème de monnaie ou bien pour un problème de... Je ne sais pas, quelqu'un qui vous a mal parlé. Je suis là pour résoudre tous ces problèmes-là. Moi, mon but, c'est que vous puissiez faire votre consultation tout en ayant le cœur tranquille. Après la présentation de l'Institut, face à la sensibilisation, chaque matin, ils sont plus d'une centaine à venir en consultation. Je reviens à ce petit tableau que j'aime bien et que vous allez adorer aussi. Ce petit tableau est un résumé. Le cœur est la vie. Ici, il faut manger sainement. Vous voyez un plateau de fruits et légumes. Il faut manger sainement. Fruits et légumes, il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a pas de graisse. Ici en Côte d'Ivoire, on a la chance, à tous les carrefours. On a des fruits, des légumes. Il
faut faire le sport. C'est-à-dire qu'il faut faire au moins une activité pour transpirer un peu. Voilà. Faites au moins 3 fois dans la semaine, c'est bon. Il faut faire le sport en fonction de votre âge, en fonction de vos possibilités. C'est une causerie que vous avez tous les jours? Tous les jours, avant de commencer, il faut rassurer les patients. Parce qu'ils sont déjà malades de cœur. Et quand ils viennent, ils sont angoissés, ils sont crispés. C'est me familiariser à eux avant d'entrer chez le médecin. Comme je l'ai dit, parce que le médecin, lui, n'a pas le temps de débattre de tout ça avec eux. Donc déjà, pour les rassurer, pour dire qu'ils ont un interlocuteur ici, en dehors des salles de consultation, ils savent déjà à qui il faut s'adresser. Ils ont déjà une soeur, une maman qui est là pour les écouter. Et tout à l'heure, vous allez voir que je vais résoudre les problèmes. Je suis comme le chef du village de la consultation. Une consultation coûte entre 8 000 et 15 000 francs CFA dans cet institut. Une fois les conseils reçus, les patients sont orientés en fonction de leurs besoins vers les différents services. Nous sommes au service des explorations fonctionnelles. C'est ici que se font les échographies du cœur ainsi que les électrocardiogrammes. Mohamed a 19 ans. Il est atteint d'une insuffisance cardiaque. Ce matin, il doit faire une échographie. Bonjour monsieur. Asseyez-vous monsieur. Asseyez-vous. Je suis le docteur Niamke. Je vais réaliser votre examen, l'échographie du cœur. Ok? Alors c'est un examen qui ne fait pas mal, qui va durer en moyenne, on va dire 10-15 minutes. Ok? Donc vous allez tourner sur le côté gauche. Mettez-vous sur le côté gauche, carrément sur le côté gauche. Voilà, bien sur le côté gauche. Voilà, vous pliez ce bras comme ça, vous mettez en oreiller, voilà. Voilà, et vous restez calmement dans cette position. Je regarde l'indication, c'est écrit maladie mitrale. Est-ce qu'on vous a déjà fait cet examen une fois? C'est la première fois. Il est allé aux urgences une fois? Non, c'est la première fois. Oui, mais récemment, il est allé aux urgences, c'est ça? Oui. Le 14, il est allé aux urgences. C'est là-bas qu'on vous a donné le papier pour venir ici. Oui. En moins de 5 minutes, le verdict tombe. Et malheureusement, les résultats ne sont pas bons. On regarde le cœur selon divers axes. Chez ce patient, dès qu'on pose la sonde, on peut bien voir que cette valve, elle est malade. Elle est épaissie et qu'elle a un mouvement anormal, notamment la grande valve qui s'ouvre un peu en crosse de hockey et la valve postérieure qui est restrictive, c'est-à-dire qu'elle ne s'ouvre pas entièrement. La valve s'ouvre donc pour laisser passer le sang et cette valve-là, en principe, elle doit se refermer pour ne pas que le sang redescende. Donc, dans son cas à lui, la seule solution qui vaille, c'est de remplacer la valve en faisant une opération à cœur ouvert. Une opération à cœur ouvert, reste à expliquer cela à la famille. J'ai fait son examen. Bon, vous allez certainement le lui expliquer après. Dans le cœur, il y a des portes. Il y a des trous dans le cœur. Il y a 4 trous avec des portes qui s'ouvrent et qui se referment. Dans son cas, malheureusement, il y a eu une maladie qui est partie probablement de microbes qui ont attaqué le cœur. Et donc, ça fait que le cœur grossit. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il a été essoufflé. Vous avez dû venir aux urgences. On vous a donné des médicaments qui l'aident en ce moment, qui font qu'il n'est plus essoufflé. Mais c'est un traitement d'attente. Le vrai traitement pour réparer la porte qui est gâtée, eh bien, il faut remplacer cette porte en allant faire ce qu'on appelle une chirurgie, en allant opérer. Cet homme est le beau-père de Mohamed. Il est commerçant et n'a pas d'assurance. L'annonce d'une opération implique des dépenses colossales. Cela pourrait lui coûter jusqu'à 5 millions de francs CFA. Alors, il est sous le choc. Vous avez entendu le médecin qui vous a bien expliqué. Est-ce que quand vous regardez, vous pouvez supporter le coût de la chirurgie? Pour le moment, je ne peux pas vous dire que je peux tenir le coût de chirurgie. Depuis 2018,
l'ICA dispose d'une subvention de 400 millions de francs CFA pour prendre en charge les opérations du cœur des personnes à faible revenu. Reste à savoir si Mohamed pourra faire partie de ce programme. 2 jours plus tard, nous le retrouvons accompagné de sa mère et son beau-père. Ils ont rendez-vous avec un chirurgien pour confirmer l'opération. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Asseyez-vous. Prenez place. Faites voir vos dossiers. Je vais revenir pour que l'on puisse répondre à 2 questions. Est-ce qu'il est opérable? Le ventricule droit est bien. Donc oui, vous êtes opérable. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire opérer? Si nous sommes prêts à nous faire opérer, mais nous voulons que le cas social puisse nous aider au niveau de l'opération, puisque nous n'avons pas l'argent. D'accord. Il y a des problèmes, quelques petits points financiers. Bon. Mais là, normalement, ça ne devait pas être un gros obstacle. Hein. Voilà. Parce que, comme on dit, on aide celui qui fait quelque chose. Si vous apportez quelque chose, alors l'Institut aussi peut vous aider à travers le service social. Donc je vais vous adresser chez l'assistant social qui va mener une enquête sociale pour voir si vraiment ce que vous dites là, si c'est vérifié. Alors si c'est vérifié, alors l'Institut pourra vous aider. Lui, son cas par exemple, l'opération est à combien? Ici en cardiologie, les petites opérations en termes de prix, hein, parce qu'il n'y a pas de petites opérations, c'est tout de déjà 900 000. Alors, donc ça peut aller jusqu'à 5 millions. Donc vous voyez que quand on compare le SMIC à 5 millions ou à 3 millions, vous voyez que beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire face à ces frais. Je vais lui donner une demande de facture pro forma. Il doit avoir l'administration qui doit établir le prix réel de l'intervention. Normalement, qui doit tourner autour de 3 millions. Pour prétendre à une prise en charge, l'institution doit réaliser une enquête sur la famille. Objectif, vérifier la véracité des informations fournies. La famille se rend donc au service social. Si vous allez faire une demande de pro forma pour l'opération de M. Sankani Mohamed, c'est le montant qu'on m'a donné, ça fait 2 millions 400 et quelques. Nous sommes venus voir le service social pour que le service social puisse nous aider au niveau de son opération parce que nous n'avons pas cette somme. C'est maintenant que vous venez de prendre connaissance du prix. Oui. D'accord. Maman, toi tu fais quoi déjà? Tu n'as aucune activité? Mais tu fais comment pour elle est vive. La famille va répondre à des questions durant une trentaine de minutes. C'est vrai que vous avez expliqué votre situation sociale et tout, c'est difficile, elle est veuve et tout, mais on ira même sur le terrain, on va vous donner il n'y a pas de souci. On ira sur le terrain nous-mêmes pour voir réellement quelle est votre situation. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce papier-là va sur son cours. On va vous délivrer. Vous allez aller au centre social de Koumassi. Combien de temps peut durer justement cette enquête? En une semaine, on peut avoir l'enquête. Mohamed est toujours en attente de son opération. L'Institut de cardiologie, comme tous les hôpitaux, fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'est donc pas rare que le professeur Ngueta soit appelé en urgence et même le week-end. Travailler tous les jours. Ah ben on peut dire ça, hein. Aujourd'hui c'est dimanche mais il y a une urgence, il faut venir travailler. Ouais. Vous êtes toujours en permanence sollicité les week-ends? Ouais, souvent. Samedi, dimanche, vendredi soir. Et c'est quoi l'urgence aujourd'hui? C'est une jeune dame de 35 ans qui présente une forme particulière de crise cardiaque, on va dire. Son état est grave?
Oui, relativement grave, ce qui nécessite justement qu'on la prenne en urgence. Il n'y a que vous pour assurer ces urgences? Oui, bon, avec une équipe des assistants, voilà, on va faire, mais pour l'instant, je suis le seigneur de Bigard. Vous êtes le seul professeur? Ouais, je suis le seul pour l'instant. Mais Dieu merci, on a commencé à former des assistants qui commencent à nous aider. Voilà. Cela fait 9 ans que ce professeur assure toutes les urgences en cardiologie interventionnelle. Ses assistants sont toujours en formation, car cette spécialité demande au moins 2 années d'apprentissage. Elle est où? C'est cette dame. Bonjour madame. Ça va? Ça va un peu mieux? La douleur s'est un peu calmée? D'accord. Vous avez eu mal? Vous avez eu beaucoup mal? Hier soir? Hein? Dans l'après-midi. On va faire un examen pour regarder un peu les artères du cœur. D'accord? Voilà. C'est sous anesthésie locale, ça ne fait pas mal. Hein? Vous avez compris? Voilà. Elle a quand même près de 4000 de décimètres et de BNP. Hein. L'uramilazilie, c'est l'adhérent. Elle a un peu d'azélie, c'est l'adhérent. Ça veut dire quoi? C'est des troubles, c'est des anomalies sur l'électrocardiogramme justement qui peuvent faire penser à une crise cardiaque. Bah, c'est ça, c'est ça là, des ondes T qui sont inversées. Normalement elles doivent être comme ça, mais vous voyez qu'ici elles sont... Elles descendent, c'est ça? Voilà, elles descendent comme ça, voilà. C'est pas normal qu'elles descendent comme ça. Ça peut être quoi? Ben, ça peut être le muscle cardiaque qui souffre, qui ne reçoit pas suffisamment de sang. Donc il y a peut-être un problème sur ses artères coronaires. C'est justement pour cela qu'on doit lui faire une coronarographie en urgence. Ouais. Surtout qu'il y a des signes biologiques qui montrent qu'elle a perdu un peu de muscle. Donc il faut faire quelque chose rapidement pour ne pas qu'elle perde encore plus de muscle. Vous êtes, les autres sont là, non? Ils sont là. Bon, il y a un autre qui arrive là, mais sinon on va commencer ensemble. C'est déjà rentré en salle de café, non? Le dimanche, les effectifs sont réduits. Alors, le professeur Ngueta s'appuie sur ceux présents et disponibles. Cette patiente a 37 ans. Sans une opération d'urgence, elle pourrait mourir. Madame, ça va? Vous avez peur? Vous n'avez pas peur, hein? Pardon? Non, j'ai dit vous n'avez pas peur. Vous avez un peu peur. Mais bon, on est obligé de regarder les artères du cœur, hein, comme je vous ai dit. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est peut-être qu'il y a une artère du cœur qui est bouchée. OK? On ne va pas vous faire mal, vous n'allez pas sentir grand-chose. Et c'est parti pour 45 minutes d'opération. Du côté des urgences générales de l'Institut de cardiologie, un patient de 75 ans vient d'être admis. Son état est plus qu'inquiétant. Oui. La vitesse faut adapter à la fréquence. Oui, actuellement il a quelle fréquence? 42. Non. Bon, ça change. Si c'est au-dessus de 40, là, c'est bon. On a un cas de trouble du rythme. Donc, c'est un patient chez qui on surveille, on fait un monitorage de l'électrocardiogramme pour pouvoir être réactif. Il a besoin d'une surveillance constante de son électrocardiogramme à cause de son trouble de la conduction. Docteur Alidja est interne aux urgences. C'est elle qui est en charge du patient. Son état est stabilisé, il lui faut désormais informer la famille. On a vu papa. Actuellement, on a détecté qu'il a un problème au niveau cardiaque. Son cœur ne bat pas bien. Ça va trop lentement. Donc, on va l'hospitaliser. Son état nécessite qu'on lui place un stimulateur cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette une pile pour stimuler son cœur pour que ça puisse battre à une fréquence normale. Parce que ce qui nécessite, s'il y a une pile, ce qui nécessite une opération. Oui, enfin, c'est pas vraiment une opération où on va ouvrir, c'est pas une grosse opération, c'est une petite incision pour placer. Mais là, dans l'immédiat, on va placer une pile provisoire. Si cette jeune femme pose cette question, c'est que son père était dans une clinique privée, mais pris de panique suite au diagnostic établi, il a souhaité quitter la clinique.
Ce qui s'est passé à la clinique tout à l'heure, c'est que on a dit ça, on lui a dit, étant patient, il y a des choses qui font peur. Donc c'est ce qui a fait qu'il a quitté l'hôpital. C'est parce qu'en fait ils l'ont bloqué et m'appelé pour que je vienne. Sinon il était descendu de la chambre, il avait tout arraché et tout. Il voulait partir parce qu'on lui a dit qu'on va l'opérer du cœur et que le cœur il va pas bien. Donc pour un malade, il y a le stress, il y a la maladie, la peur, donc il prend la tangente d'arriver à un moment. Il a envie de partir. Donc il a fallu que je vienne le raisonner et tout ça, et parler avec le cardiologue de la polyclinique, qui me fasse comprendre les choses et que moi maintenant je lui explique pour qu'il accepte de venir ici. D'accord. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je voulais, je tiens vraiment à m'entretenir d'abord avec lui. Et puis quand vous me voyez lui parler et tout, c'est vraiment pour le rassurer. Toutes les opérations font peur, et plus particulièrement celles liées au cœur. Le personnel soignant de cet institut doit donc faire preuve de pédagogie. Nous retrouvons le professeur Ngueta aux soins intensifs. Il file au chevet de sa patiente. Suite à l'examen des artères, le cardiologue en a conclu qu'elle devait subir une opération chirurgicale. Ce n'est donc plus de son ressort. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va mieux? La douleur s'est calmée? D'accord. Vous n'avez plus de douleur depuis que vous avez les médicaments, ça va un peu mieux? D'accord. Donc on a discuté un peu de ce qu'on va vous proposer. Hein? D'accord? Probablement les chirurgiens aussi passeront vous voir pour vous dire un peu ce qu'ils comptent faire. Ok? Voilà. Ok, allez, bon courage. Et puis à plus tard. Hein? Je repasserai plus tard vous expliquer. Voilà, merci. Vous avez une formation en France? Oui, en France, ouais. C'est en France que j'ai eu mon diplôme de cardiologue interventionnel, oui, à Paris plus précisément. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas resté en France? Vous ne vouliez pas? On ne vous a pas proposé de poste? Si, en France, oui, on m'a proposé un poste, mais depuis le début, j'avais pour ambition de développer quelque chose en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est-à-dire? Développer la carrière interventionnelle en Côte d'Ivoire et même, on va dire, en Afrique subsaharienne. Donc, pour moi, c'est ici que j'allais être le plus utile. Ouais. Donc, en France, il y a beaucoup de cardiologues interventionnels. J'allais être un cardiologue interventionnel en plus, mais ici, il y avait vraiment quelque chose à construire. Et je suis heureux d'être rentré et puis d'avoir contribué à bâtir quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique subsaharienne. Pourtant, les salaires sont plus... vous êtes professeur. Ouais, vous connaissez le salaire qu'un professeur peut gagner en France par rapport au salaire que vous gagnez ici? Oui, mais vous savez, le métier qu'on fait, si on regarde l'argent, on ne fera pas ce métier-là. Hein, vous savez, non. On gagne dans la joie que les patients ont quand on les soigne, dans la joie des familles. Voilà, ça, pour nous, c'est la plus grande richesse. Voilà. Pour devenir cardiologue, ce professeur a fait 11 années d'études médicales. Et pour sa spécialisation en cardiologie interventionnelle, 2 années de plus. Ses journées sont bien remplies. Il n'a que 15 minutes de pause entre chaque opération. C'est quoi le plus difficile dans votre métier? C'est lorsqu'on se sent impuissant devant un patient qu'on n'a pas pu sauver. Ça, c'est difficile. Ouais. Des fois, on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, mais on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et puis, bon, ça ne marche pas. Le patient, on perd le patient. Vous en perdez souvent des patients? Non, pas souvent, heureusement, mais de temps en temps, ça arrive. Ouais. Il y a des patients, surtout dans les maladies cardiovasculaires, il y a des moments où on n'arrive pas à expliquer, ou du moins on n'arrive pas à admettre, on va dire ça comme ça, voilà, parce que ça se passe parfois très vite. Quand le malade, dès qu'il a un signe dans les minutes qui suivent, s'il n'est pas rapide, il décède. Hein. Donc, des fois, vous n'arrivez pas à expliquer ou vous expliquez difficilement. Après, on a le diagnostic, on sait ce qu'il a eu, mais voilà, ça reste un moment un peu difficile. Retour aux urgences avec le patient âgé de 75 ans. L'équipe médicale doit lui placer de toute urgence un pacemaker.
c'est-à-dire un stimulateur cardiaque pour aider son cœur à reprendre un rythme normal. L'intervention va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier temps, je vais mettre ce qu'on appelle un stimulateur temporaire pour pouvoir assurer une gage de sécurité. Lorsque je mettrai le définitif, pendant que je ferai les manœuvres, en ce moment, ce pacemaker externe va tout soutenir le cœur pendant que je mets le définitif. Le patient est endormi. Il va être incisé du côté du cœur, au niveau de la poitrine. Le docteur Jacques Ngessan maîtrise totalement cette intervention. Il en pratique environ 3 par semaine. C'est le pacemaker définitif, qui a la taille d'une pièce de 25 francs. Un pacemaker en titane qui stimule le cœur grâce à des impulsions électriques et qui donc permet d'accélérer les pulsations du cœur lorsqu'il est trop lent. Après 1 heure d'opération, l'intervention est terminée. Le patient est conduit en réanimation. Le lendemain, nous retrouvons le patient. Il est en pleine forme. Ça va, non? Vous avez moins mal? Oui, ici, pas tellement. Ça ne fait pas trop mal comme avant. Très bien. Voilà. Ce matin, l'évolution est satisfaisante. Le pacemaker marche bien. Il doit pouvoir partir en respiration normale ce matin. Vraiment, ça va. Ils sont bien équipés. Les appareils que moi j'ai vus ici sont presque comme ceux de l'Europe. Ça m'a impressionné, vraiment. D'accord. Donc, ils se sont bien occupés de moi et j'espère que je peux continuer mon chemin. Bon, ben voilà. Là, tout à l'heure, on va vous trouver une chambre. Comme ça, on pourra vous transférer. Je n'ai jamais embrassé un garçon. Si vous faites ça, je vais vous embrasser. Au même moment, au service hospitalisation, l'agent de sécurité opéré par le professeur Ngueta doit sortir. Dernière recommandation avant de reprendre une vie normale. Monsieur Kwasi, comment ça va? Ça va bien? Vous avez bien dormi? Ça s'est bien passé sans problème? Sans problème. D'accord. Et au niveau du bras, ça va? Ça va, il n'y a pas eu de saignement. Bougez la main comme ça. Serrez-moi la main. Vous avez soigné ce patient hier. Comment il va? Bon, il va bien. Il va bien, monsieur Kwasi. Donc hier, effectivement, il a eu une angioplastie coronaire. On a bénéficié de l'implantation de 2 stents, 2 petits ressorts qu'on a mis dans ses coronaires. Et comme il a dit, il va bien, la nuit s'est passée tranquillement. Au niveau du point de ponction, là, par où on est passé pour faire l'intervention, aussi, il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien et il peut sortir aujourd'hui. Monsieur Kwasi, voici vos ordonnances. Vous allez sortir. Il y a des médicaments qu'il va falloir continuer à prendre. D'accord? C'est vrai qu'on vous a fait une intervention, on vous a mis des ressorts, mais vous avez besoin de continuer à prendre certains médicaments pour éviter qu'un nouvel accident plus grave ne survienne et aussi pour continuer à protéger votre muscle cardiaque. Donc voici les 5 médicaments que vous allez prendre régulièrement. Ces médicaments-là sont des médicaments juste combien de temps? Ce sont des médicaments à vie? Plusieurs années, voire même à vie en fait. Certains vont être arrêtés, mais d'autres vont être poursuivis. Et en cas d'interruption de ce traitement-là, qu'est-ce qui risque? C'est relativement dangereux parce que déjà pour les ressorts qu'on a mis, il faut absolument qu'ils prennent les médicaments pour qu'il y ait une bonne cicatrisation. Donc il faut qu'ils prennent ces médicaments-là, ça c'est indispensable. Et puis ça c'est surtout sur le premier mois, mais sur le long terme, c'est aussi important pour que la maladie qu'il a eue ne s'étende pas aux autres artères et puis que le muscle cardiaque aussi puisse continuer à bénéficier d'une circulation sanguine correcte pour pouvoir fonctionner normalement. Est-ce que vous pourrez payer des médicaments à vie? Régler cette ordonnance-là? Bon, je ferai l'effort. Ce ne sera pas facile, mais je ferai l'effort. Est-ce que vous êtes assuré? J'ai une assurance, mais comme j'ai eu une première intervention, donc j'ai atteint mon quota. Vous avez atteint votre quota. Donc ils sont en négociation. Ils sont en négociation pour voir comment vous aider à payer les médicaments. Effectivement, bon, ça reste un vrai problème pour les patients, puisque c'est des médicaments qu'il faut prendre à long terme, sur le long cours, donc c'est un peu la difficulté dans les maladies chroniques. Donc vous prenez bien ces médicaments, et puis on se reverra en consultation pour le suivi et le contrôle. D'accord? D'accord. Voilà, en tout cas, bon courage. Merci. Et puis, à bientôt. Hein? Merci.
Voilà, sentez-vous bien. Vous pouvez garder tout ça. Monsieur Kwasi, êtes-vous heureux? Oui, oui. Déjà, j'ai un nouveau cœur, donc je suis très heureux. Donc, il faut faire attention désormais. Oui, oui, il y a le professeur qui m'a dit d'éviter beaucoup le gras. Voilà, donc je vais suivre le conseil. J'espère que ça ira. Bien que d'autres instituts de cardiologie existent en Afrique de l'Ouest, l'Institut de cardiologie d'Abidjan reste une référence. Toutefois, comme tous les établissements publics de Côte d'Ivoire, l'ICA manque de personnel, de formation et d'outils technologiques. Un équilibre fragile, maintenu aujourd'hui grâce à un personnel dévoué et passionné. Bonsoir, vous venez de découvrir le quotidien de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et je suis actuellement en compagnie du professeur Seka Assi Rémy, directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Nous sommes aux soins intensifs, professeur. Merci de votre accueil, professeur. Quelles sont vos missions et de quels moyens disposez-vous pour les mettre en œuvre? Concernant les missions, elles se déclinent en missions de soins, missions de formation et d'enseignement du personnel médical et paramédical, en mission de prévention et en mission de recherche. Et en ce qui concerne les moyens, nos moyens nous viennent essentiellement des subventions de l'État. En ce qui concerne le fonctionnement, l'Institut, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, doit générer, en théorie, 60% de ses ressources de fonctionnement à partir des recettes des prestations réalisées dans ces services. En gros, quel est votre budget? Est-ce qu'il vous permet d'assurer convenablement vos missions? En réalité, nous arrivons à plus ou moins équilibrer les ressources en ce qui concerne le budget de fonctionnement. Cela devient par contre beaucoup plus délicat concernant le budget d'investissement qui est exclusivement mis à disposition par l'État. Et ce que je dois vous dire, c'est que la tendance actuelle qui est à la régression, à la baisse de ces budgets, laisse entrevoir dans l'avenir quelques inquiétudes en ce qui concerne le renouvellement de ces équipements dont nous dépendons énormément dans notre activité. Quel est votre budget de recherche? Oui, c'est-à-dire comparé au budget global de l'Institut? Ça représente moins de 1% de notre budget de fonctionnement. Tout simplement, notre budget de fonctionnement qui est de 4 milliards. 4 milliards. Alors, je vais vous donner le montant. Ouais. Il se trouve que pendant longtemps, et nous battons la coupe, nous avons toujours attendu d'avoir des budgets à disposition pour faire des travaux de recherche. Et ce qui nous est demandé, c'est de présenter justement des projets de recherche qui devraient être financés. Ouais. Alors, puisque vous vouliez avoir des chiffres, chaque année, nous accordons entre 10 et 20 millions de francs CFA pour ces projets de recherche lorsqu'ils nous sont soumis. Quelle est la typologie justement des pathologies que vous traitez ici à l'ICA? Il y a d'abord, pour les plus fréquentes, des pathologies médicales ordinaires, notamment l'hypertension artérielle, les maladies liées aux coronaires, qui sont les artères nourricières du cœur, les maladies liées aux muscles cardiaques, les cardiomyopathies, et puis les thromboses veineuses, les embolies pulmonaires. Et à côté de ces pathologies qui ont un lien avec les facteurs de risque cardiovasculaire, nous avons des malades qui présentent des infections. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne la chirurgie du cœur, des vaisseaux et du thorax. Est-ce qu'il y a des catégories de notre population qui sont plus touchées en général? Depuis les enfants jusqu'aux adultes, tous sont concernés par ces pathologies, avec pour les enfants des malformations et puis pour des adultes des maladies acquises en fonction de leur mode de vie. Il ne s'agit pas de se priver de tout, mais si vous voulez éviter le diabète, si vous voulez éviter l'hypertension artérielle, il faut déjà vivre chaque jour comme si vous étiez hypertendu, si vous étiez diabétique.
de sorte que ce ne soit pas la main forcée, que vous soyez obligé de laisser de côté tout ce que vous affectionnez. Et c'est une œuvre éducative de longue haleine et personnellement, je suis convaincu que nos épouses et nos mères ont un rôle à jouer de façon à façonner notre goût. Parce que les Africains, d'une manière générale, ont une tendance à manger trop salé. L'usage des cubes d'assaisonnement, comme vous le savez. Et puis parlons-en du fameux garba dont se nourrissent nos enfants. Là, vous touchez quand même un problème qui va en déranger plus d'un, hein, parce que le garba, vous connaissez... Il ne faut pas avoir peur de déranger, parce que c'est cela notre mission, et peut-être que nous gagnerions à attendre beaucoup moins que ces personnes arrivent malades dans nos établissements que de nous approcher d'eux pour pouvoir inverser la tendance. Je suis impatient, j'expérimente aussi les autres établissements, et je dois vous avouer que l'accueil n'est pas le même, la prise en charge n'est pas la même, donc il y a vraiment une vraie différence. Alors, comment vous expliquez ça? Pourquoi ça peut marcher à l'Institut de cardiologie et ailleurs, on assiste à beaucoup de dysfonctionnements? L'Institut de cardiologie, depuis son départ, a été conçu comme un centre d'excellence. Nous avons été élevés dans ce contexte et nous qui avons pris la relève après la première génération, il était de notre devoir de maintenir cela. Et ça part d'un engagement personnel. Et je sais que chacune des structures auxquelles vous faites référence ailleurs saura rejoindre ce train. Mais simplement, la différence est dans le mode de perception. Nous avons osé rêver grand et puis nous nous sommes dit, n'attendons pas de disposer de tous les moyens pour pouvoir faire la qualité. L'ambition de faire de l'Institut de cardiologie un centre de référence est déclinée et partagée. Et ce n'est pas tellement une question de moyens. Nous n'avons pas plus de moyens, mais nous avons la particularité de dire ne nous lamentons pas sur ce que nous n'avons pas. Démontrons qu'avec ce que nous avons, nous pourrons faire beaucoup plus en espérant que nos autorités comprennent que sur ce plan-là, nous méritons des encouragements. Parlons de l'encouragement que vous souhaitez de la part du gouvernement. C'est cette salle de cardiologie interventionnelle qui est, d'un point de vue technologique, qui est quelque chose d'assez rare dans notre zone. Est-ce qu'aujourd'hui, cette salle, au regard de l'évolution technologique, soyons plus concrets, est adaptée? Cette salle est parfaitement adaptée parce qu'il s'agit d'une salle de dernière génération et elle nous permet de réaliser la majorité des actes de cardiologie interventionnelle. Nous sommes en mesure de prendre en charge les patients tels qu'ils seraient pris en charge, qu'ils soient à New York ou à Paris ou en Afrique du Nord, parce que nous disposons, en tout cas en matière d'équipement, de ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et notre souhait est que, justement, comme cela se voit souvent en Afrique, qu'on ne se contente pas d'acheter cet équipement, d'oublier de donner les moyens pour la maintenance et de penser au renouvellement de ces équipements. C'est là tout l'enjeu. Comment on peut estimer, justement, son apport dans les résultats que vous avez aujourd'hui? Nous avons, depuis 2016, depuis l'installation de cette salle, pris en charge près de 2000 patients et nous avons des taux de succès avoisinant les 98% parce que nous avons une équipe qualifiée et une équipe médicale et paramédicale compétente, dédiée, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui se met à disposition des autres collègues pour faire en sorte que chaque patient qui rentre pour une urgence coronarienne puisse être pris en charge de façon adéquate. Comment vous expliquez cette appétence de nos concitoyens de se rendre à l'étranger pour des cas comme ceux-là? On leur dit quoi alors qu'on a des choses sur place? Ce que j'ai à dire à ces personnes qui préfèrent aller dans des centres à l'étranger pour leur prise en charge, c'est que nous disposons, au cas où ils ne le sauraient pas, des capacités pour assurer cette prise en charge de façon efficace. Il est aussi bon de savoir qu'en cas de nécessité, nous serions à même de les conseiller pour pouvoir aller se faire prendre en charge à l'étranger et au retour bénéficier d'un suivi. Et le troisième et dernier point le plus important, c'est qu'ils n'auront pas le choix. En cas d'urgence cardiologique, vous disposez de 6 heures
pour bénéficier d'une intervention. Vous convenez avec moi que ça ne leur permet pas de partir, d'arriver à Paris ou ailleurs. Donc, ils seront bien obligés de nous faire confiance et de se livrer à nous, entre guillemets, mais sachez que tous ceux qui l'ont tenté en sont repartis heureux. Professeur Seka Assirimi, vous voulez à l'instant de nous parler des résultats de la cardiologie interventionnelle, mais à côté d'elle, il y a tout un ensemble d'actes que vous posez. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le même niveau que ce que vous arrivez à obtenir au niveau de la cardiologie interventionnelle? Votre remarque me permet d'évoquer nos difficultés en matière de prise en charge chirurgicale des cardiopathies congénitales et des cardiopathies, des valvulopathies. Il se trouve qu'à l'issue de la fermeture de l'établissement, il nous a fallu reprendre les choses progressivement en ce qui concerne la chirurgie. Nous sommes donc sur une phase de reprise et jusque-là, nous souffrions du manque de moyens de la population pour pouvoir faire face justement à ces interventions chirurgicales. Et c'est en cela que nous voulons réitérer nos remerciements à nos autorités qui ont bien voulu mettre à notre disposition à partir, depuis octobre 2017, une subvention spéciale pour justement aider à la prise en charge de ces patients, rendre ces soins plus accessibles. Et nous constatons justement une évolution très satisfaisante de ce côté-là. Quel bilan faites-vous de la subvention de 400 millions que le gouvernement vous a accordé dans le cadre de la prise en charge des personnes donc, à faible revenu? Nous avons utilisé à partir d'octobre 2017 jusqu'en avril 2019, c'est un total de 603 patients qui ont été pris en charge pour une facture globale de 170 millions à peu près, là où les coûts étaient proches de 500 millions, 491 et quelques. Et ça représente un niveau de prise en charge de facturation de 35%. Nous ne saurions terminer cet entretien sans évoquer le traitement du personnel. Il y a eu quelques manifestations il y a un peu moins d'un an. Est-ce que cet établissement peut se payer le luxe d'avoir des mécontents dans son mode de fonctionnement? La crise a été dès le départ résolue. Cette crise est née simplement de la perception d'injustice d'un certain nombre de nos collaborateurs à qui nous avons expliqué que ces médecins, qu'on appelle médecins apprenants, contribuaient à générer ces ressources qui faisaient l'objet d'un partage. Et que, en raison de nos valeurs de responsabilité, d'excellence, d'esprit d'équipe, d'équité et d'intégrité, il serait difficile d'accéder à leurs requêtes et cela ne dépendait pas d'une décision de la direction de l'Institut. C'était une institution depuis le départ qui faisait en sorte que ces médecins... On aurait pu la changer, parce que même si elle existait depuis le départ. Oui, bien sûr, mais il faut la changer. Pourquoi? Pour faire plaisir à une corporation qui souhaite que ces personnes ne profitent pas de cette crise alors qu'elles y contribuent. C'est une question de valeur. Et il s'agissait en réalité d'une crise de communication et de leadership. Il y a un certain nombre d'acteurs qui, à l'approche donc de la distribution de cette prime, ont jugé bon que en retirant ces personnes, le montant perçu par chacun serait plus élevé. Mais nous comprenons cela. C'est tout simplement parce que derrière cela se pose le problème de la motivation. Ces acteurs ne se sentent pas suffisamment reconnus dans les efforts qu'ils déploient. Nous considérons que, comme toutes les crises, elles sont bénéfiques dès lors que nous en tirons les leçons. Quels sont les enjeux et les perspectives de votre institut au jour d'aujourd'hui? Nous avons une ambition qui est d'être le leader des centres cardiologiques. Et d'être un centre de référence, nous le sommes, mais nous voulons être le leader. Les enjeux aujourd'hui, c'est de bénéficier de cette confiance que nous avons instaurée en disant voilà de quoi nous sommes capables. Nous avons des hommes dévoués, passionnés. Nous avons des équipements qui ont été remis à neuf, mais nous nous retrouvons encore à la croisée des chemins. La réhabilitation de l'Institut a eu lieu de 2000 à 2005, vous voyez que ça commence à dater.
Et si nous ne faisons pas le nécessaire pour mettre à disposition des moyens de maintenir ces équipements et de les renouveler, ce qui est indispensable, nous allons nous retrouver dans une situation donc, identique à ce qui s'est passé. Et il serait dommage que ce bel outil soit amené à fermer, parce que lorsque ces fermetures surviennent, justement, tout ce qui a été obtenu comme acquis en termes d'organisation, d'encadrement du personnel, sera voué à néant. Et nous sommes persuadés que ce plaidoyer trouvera une oreille attentive auprès de nos autorités. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes les équipes de Soprod, car la qualité de votre contribution a permis à cette émission d'être la plus appréciée de tous. Merci à RTI 1. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une troisième saison riche en reportages inédits, riche d'enquêtes exclusives. Bonne fin de soirée à vous sur RTI 1 et bonnes vacances.